Imaginez découvrir une ville entière dissimulée sous les sables de l'un des déserts les plus extrêmes de la planète. Maintenant, imaginez que cette ville renferme les secrets d'une civilisation qui a défié l'impossible, transformant le désert en terre fertile il y a 4000 ans. Comment ont-ils accompli cet exploit et qu'est-il advenu d'eux? Aujourd'hui, vous allez découvrir les réponses à ces mystères et suivre les impressionnantes fouilles qui dévoilent une culture perdue au cœur du Karakoum. Au milieu du désert de Karakoum, au Turkménistan, se trouve une ancienne cité ensablée, témoignage fragile d'une culture vieille de plus de 4000 ans, encore peu connue. Un groupe d'archéologues a entrepris l'exploration d'une nécropole située à proximité de cette cité, révélant peu à peu un monde surprenant et sophistiqué qui émerge des sables. Qui étaient ces habitants? Comment vivaient-ils il y a 40 siècles dans ce désert aride? Pour survivre dans l'un des déserts les plus hostiles du monde, cette civilisation maîtrisait des techniques avancées d'irrigation et de culture sur des terres arides. Grâce à des canaux complexes, ils conduisaient l'eau pour cultiver du blé, de l'orge et même des fruits tels que les raisins et les prunes, utilisant au maximum les ressources limitées. Ces innovations ont permis à une civilisation de prospérer là où la vie semblait impossible. Mais comment ont-ils pu irriguer ces cultures dans un environnement si aride? La clé résidait dans les systèmes d'irrigation novateurs qu'ils avaient développés. Ils ont construit un réseau souterrain de kanats, des canaux transportant l'eau depuis des sources éloignées jusqu'à leur culture. Cette technique protégeait l'eau contre une évaporation intense, permettant à des cultures comme le blé, l'orge et même certains fruits de prospérer malgré les conditions extrêmes du désert. Quelles traditions et croyances avaient-ils? Le travail des scientifiques pourrait apporter des réponses remettant en question les conceptions actuelles sur les origines de la civilisation. Cette culture, jusqu'à présent peu étudiée, pourrait avoir été l'une des pionnières dans la formation de centres urbains en Asie centrale, reflétant la capacité humaine d'adaptation et d'innovation. La présence de cette culture remonte à une époque où les premières villes émergeaient dans le monde, soulevant des questions sur la manière dont les idées de civilisation et d'organisation urbaine se sont propagées à travers des terres inhospitalières. Au milieu du désert de Karakoum, au Turkménistan, se trouve une ancienne cité ensablée. Cette ville antique a été explorée plusieurs fois au fil des décennies, mais, en raison de destructions répétées, le mystère entourant cette civilisation demeure partiellement irrésolu. Dans les années 1990, des archéologues ont ravivé l'intérêt pour la découverte de Victor Ivanovitch Saranidi, cherchant à prouver scientifiquement l'existence de cette civilisation perdue. Par l'intermédiaire du Centre d'études et de recherche Ligabé, à Venise, ils ont organisé de nombreuses expéditions, recueillant une foule d'informations. Des artefacts curieux trouvés sur les marchés d'antiquités en Asie centrale ont également attiré leur attention. Ces objets, bien que pillés et déplacés, témoignent de la présence d'une culture ancienne. Des colliers de pierres précieuses et des pièces de céramique sophistiquées suggèrent un peuple au goût raffiné et à la structure sociale hiérarchisée. Mais Karakoum était-elle réellement isolée ou cette civilisation entretenait-elle des contacts avec d'autres peuples? En réalité, les artefacts découverts indiquent que cette civilisation était en lien avec d'autres cultures. Des céramiques et des bijoux influencés par le Moyen-Orient et l'Asie centrale montrent que Karakoum faisait partie d'un réseau d'échanges qui ne se limitait pas aux marchandises, mais englobait également des idées et des pratiques culturelles. Cela révèle que, malgré sa localisation éloignée, Karakoum était loin d'être isolé. Ces artefacts, semblables à ceux des civilisations contemporaines comme la Mésopotamie, montrent que cette société échangeait non seulement des biens, mais également des idées et des pratiques culturelles. Cependant, sans le contexte original, ces objets ne permettent pas de comprendre en détail la société qui les a produits. L'analyse des images satellites a désormais permis de délimiter avec précision les frontières de la nécropole,
et de révéler des zones encore inexplorées où pourraient se cacher des fragments de cette culture oubliée. Les informations obtenues ont permis de financer une dernière expédition. 8 siècles après les voyages de Marco Polo, de nouveaux explorateurs partent de Venise à la découverte des mystères de l'Orient. La nécropole contient des milliers de sépultures réparties sur une superficie d'environ 10 hectares, formant le plus grand ensemble funéraire d'Asie centrale. Ce vaste cimetière, datant de 4000 ans, reste la seule source d'informations sur cette civilisation mystérieuse, faute d'écrits. À environ 1 kilomètre de la ville et entièrement enfouie sous les sables du désert, la nécropole est invisible à première vue, révélée aux scientifiques uniquement par des sondages occasionnels. Les archéologues, épuisés mais déterminés, terminent l'inventaire des tombes excavées, conscients que cette expédition pourrait être leur dernière chance de comprendre une civilisation perdue. Avec les nouvelles informations apportées par Gabriel, ce relevé permettra une exploration plus précise. Viktor Ivanovitch arrive au campement, où Gabriel l'attendait depuis l'aube. Ses 2 collègues, travaillant ensemble depuis une décennie, se retrouvent régulièrement pour des saisons de fouilles dans le désert. Le Karakoum met à rude épreuve les archéologues avec ses tempêtes de sable et sa chaleur extrême, exigeant autant de résistance physique que de connaissance du terrain. Ces difficultés rendent chaque découverte unique, une victoire sur le désert où toute erreur pourrait causer des pertes irréparables. Cependant, avec les ressources du projet archéologique presque épuisées, cette expédition pourrait bien être leur dernière chance de démontrer qu'il y a 2000 ans, avant Jésus-Christ, une véritable civilisation a prospéré ici. La découverte d'une société hautement organisée au cœur du Karakoum met également en lumière l'ingéniosité humaine à façonner son environnement, créant la vie dans un terrain aride. Ces découvertes remettent en question le concept d'une civilisation dépendante de terres fertiles, montrant que l'innovation et le commerce pouvaient soutenir une culture prospère, même dans les conditions les plus extrêmes. Alors, pourquoi cette civilisation florissante a-t-elle disparu, ne laissant derrière elle que des vestiges et des mystères? Il existe quelques théories. Les chercheurs pensent que des changements climatiques ont rendu l'environnement encore plus aride, rendant la survie de la population difficile. En outre, la région pourrait avoir été envahie par des tribus nomades en quête de ressources, ce qui aurait dispersé ses habitants. Malgré ces hypothèses, la véritable raison de ce déclin reste un mystère, faisant du Karakoum une énigme enfouie sous les sables. Grâce aux images satellites désormais disponibles, les archéologues reprennent leurs activités dès l'aube, en se concentrant sur les limites exactes de la nécropole. Ils peuvent croiser ces données avec les relevés précédents des tombes. La carte révèle des zones encore inexplorées, en particulier une bande centrale où les sépultures sont plus grandes et plus ornées, probablement réservées à des figures importantes de la cité. Berdy et Gabriel décident de concentrer leurs efforts sur cette partie centrale de la nécropole. Environ 50 travailleurs locaux, habitués aux conditions difficiles du désert, ont été engagés et formés pour les fouilles. La première étape consiste à retirer la terre et le sable accumulés au cours de 4 millénaires pour atteindre le niveau le plus ancien où les tombes de la nécropole avaient été initialement creusées. Chaque vestige dans le sol est un lien crucial avec le passé. Tom, un spécialiste dans l'identification des tombes, analyse les subtiles variations de teinte au sol et révèle rapidement les contours d'une excavation millénaire. Cependant, il remarque également autre chose, les traces d'une seconde ouverture, indiquant que des pilleurs avaient déjà violé le site. Les voleurs, en rouvrant la tombe, ont accédé à la zone de la tête du défunt, toujours orientée vers le nord, où étaient déposées des offrandes. Malgré le pillage évident, Viktor Ivanov ordonne de poursuivre l'exploration de la sépulture. Même sans les objets originaux, la structure de la tombe et les restes humains peuvent contenir des informations précieuses. Viktor Ivanov sait que, dans leur hâte, les pilleurs laissaient parfois des objets derrière eux, et dès ce premier jour, l'équipe a de la chance.
Une petite statuette en terre cuite, ignorée ou méprisée par les voleurs, refait surface après 4 millénaires d'obscurité. Cette statuette, avec ses formes énigmatiques et ses traits stylisés, offre un rare aperçu des expressions artistiques de ce peuple. Sa position dans les sépultures pourrait indiquer une pratique rituelle, possiblement liée à des croyances de protection dans l'au-delà, et reflète une société où spiritualité et art étaient étroitement liés. Avec un design étrangement stylisé, la pièce témoigne de l'originalité artistique de ce peuple, bien que sa signification reste énigmatique. Qui ou quoi représente-t-elle? Que nous apprend-elle sur les croyances de cette civilisation? À la fin du premier jour, un canal d'eau inattendu traverse la nécropole. Alimenté par la rivière Oudaria, il est le vestige d'un projet monumental de mer intérieure, abandonné depuis longtemps. Le canal apporte désormais un soulagement aux travailleurs, mais menace également l'intégrité de la nécropole. La pression de l'eau ne met pas seulement en danger la préservation des objets archéologiques, mais soulève aussi la question de l'impact que ces changements environnementaux auraient pu avoir sur les habitants originels. Des indices montrent que cette civilisation a traversé des périodes de sécheresse intense qui pourraient avoir contribué à son déclin, façonnant un héritage culturel interrompu par les forces naturelles. Ce que le désert a préservé grâce à sa sécheresse, l'humidité du canal commence à le détériorer. Ces conditions actuelles de détérioration révèlent un paradoxe du temps. Ce que la nature a conservé pendant des millénaires, les interventions modernes peuvent le menacer. Cette situation rappelle la lutte constante pour équilibrer la protection des découvertes archéologiques avec l'inévitable action de l'environnement. Un processus lent, mais inéluctable, qui met en péril tout le site archéologique et la mémoire de cette civilisation. Au Karakoum, la vie persiste comme il y a 4000 ans, suivant son cours dans la fraîcheur des heures du soir. Les tempêtes de sable sont fréquentes et intenses dans ce désert, recouvrant le site des fouilles tous les 3 jours avec des tourbillons de poussière qui obscurcissent la vue et rendent la respiration difficile. Pourtant, interrompre les fouilles est impensable. Gabriel traite la situation comme une urgence, car le contenu de la tombe nouvellement ouverte peut subir des dommages irréparables à cause de l'accumulation de sable et du vent. Pendant l'excavation, il découvre un miroir en bronze, probablement placé avec le défunt comme un objet symbolique pour le voyage vers l'au-delà. Avec précaution, il tente de sauver cet objet modeste mais chargé de signification. Même face aux tempêtes de sable, Gabriel reste concentré sur son travail. Chaque pièce est incroyablement fragile et, pour cette raison même, encore plus précieuse. Dans le contexte de cette civilisation perdue, chaque objet est une pièce unique d'un puzzle culturel. Le peigne, le miroir, peut-être qu'ils offrent des indices sur le mode de vie des habitants du Karakoum il y a 4 millénaires. Sculptés dans de l'ivoire et accompagnés du miroir en bronze, ces objets de beauté traditionnelle révèlent, aux yeux de l'archéologue, quelque chose au-delà de leur simple apparence. Ils sont les symboles d'une préparation rituelle pour l'au-delà, une manière de se présenter aux dieux. Depuis les premières fouilles, les archéologues ont remarqué que ces articles cosmétiques se trouvent presque toujours dans les sépultures. Ces objets, tels que des palettes et des applicateurs, suggèrent que le soin personnel allait au-delà de la simple apparence physique, pouvant faire partie de rituels de préparation à l'au-delà. Chaque objet était soigneusement disposé dans les tombes, symbolisant que la beauté et l'hygiène revêtaient une importance spirituelle, un moyen d'honorer la transition vers l'au-delà, indépendamment du genre du défunt. Des objets comme une palette munie d'un manche en forme de serpent pour préparer des couleurs ou un applicateur d'ombre à paupières sont des outils fonctionnels portant des traces d'usage qui témoignent de la pratique quotidienne du maquillage. Cette coutume reflète l'importance profonde que le peuple du Karakoum attachait aux soins personnels et à la beauté, aussi bien de leur vivant qu'après leur mort.
Les statuettes retrouvées, ornées de coiffures élaborées et de visages décorés d'un maquillage estompé par le temps, témoignent de la sophistication et de la grâce d'une culture qui considérait l'apparence comme une expression de son identité et de ses croyances. Pour les archéologues, l'attention portée au corps et à l'apparence indique une société où le statut social se reflétait dans l'image personnelle, suggérant une culture hiérarchisée et bien organisée. La nouvelle se répand rapidement sur le site archéologique. Après une semaine de travail et plus de 50 tombes mises au jour, les travailleurs découvrent enfin une sépulture intacte, préservée des pillages. Une femme y repose sur le côté, la tête orientée vers le nord et le visage tourné vers l'ouest, une position traditionnelle pour tous les défunts de la nécropole. Cette femme porte un diadème en bronze et des bracelets en faïence. L'usage d'ornements et d'objets rituels retrouvés dans les sépultures féminines suggère un rôle particulier des femmes dans la vie religieuse et sociale. La figure de la prêtresse, possiblement perçue comme une intermédiaire avec le divin, reflète une spiritualité riche, où les figures féminines étaient vénérées et associées à la fertilité et à la protection, marquant un statut élevé. Sa tombe est richement ornée avec des céramiques délicates disposées uniquement pour embellir sa sépulture. Des boucles d'oreilles en bronze, des perles en or et des pierres précieuses amènent Gabrielle à supposer qu'elle pourrait être une prêtresse, préparée à rencontrer les dieux. Cette découverte est cruciale, car les connaissances sur les croyances et divinités de ce peuple sont limitées. De plus, la tombe contient une statue de la déesse mère, facilement reconnaissable à ses formes généreuses. Révérée pour donner et recevoir la vie, sa présence près de la tête du défunt symbolise son importance dans le cycle de la vie et de la mort. Cette découverte éclaire, sous un jour nouveau, d'autres statuettes féminines trouvées dans les tombes, probablement des représentations de multiples facettes d'une même divinité. Certaines, avec 2 trous au niveau des yeux, semblent avoir été suspendues dans les maisons, servant de protectrices du foyer, des effigies sacrées, plaçant la déesse mère au centre de la religion, soulignant la vénération de la figure féminine dans cette culture. Gabrielle poursuit les fouilles de la tombe, fasciné par la nature des artefacts. L'ensemble indique une connexion possible avec la civilisation de la vallée de l'Indus. Les bracelets, par exemple, sont typiques de Mohenjo-Daro, l'une des grandes villes de cette ancienne civilisation située à plus de 1000 km de là, entre l'Inde et le Pakistan. Comment ces pièces sont-elles arrivées ici? Cette femme avait-elle des origines dans la civilisation de l'Indus? Pour en savoir plus, Gabrielle décide d'envoyer le crâne pour analyse à l'anthropologue Babakov. Pour une analyse minutieuse, la tête est séparée du corps avec précision, libérant les vertèbres avec un peu d'eau. La structure crânienne permettra à Babakov de déterminer le groupe ethnique et l'origine probable de la femme. Cependant, après examen, Babakov conclut qu'elle ne présente pas de caractéristiques typiques de la vallée de l'Indus, étant en réalité similaire aux autres individus de la nécropole. Les bracelets de l'Indus seraient donc le fruit du commerce, preuve que cette culture du désert était peut-être intégrée à un système complexe d'échanges dans l'Antiquité. Après 3 semaines de fouilles, la situation devient frustrante. Plus de 90% des sépultures ont été pillées, une pratique remontant à l'Antiquité, qui n'a épargné que de petits objets sans intérêt pour les voleurs. Aujourd'hui, sous le regard attentif de Viktor Ivanovitch, ces objets acquièrent une valeur scientifique incomparable, représentant les dernières traces visibles d'un monde perdu. Les objets récemment découverts indiquent que cette ville désertique entretenait des contacts fréquents avec les grandes civilisations urbaines de son époque. Dans l'ancienne Mésopotamie, par exemple, l'écriture existait depuis plus de 1000 ans. L'Égypte terminait son ancien empire, célèbre pour ses premières pyramides monumentales. Et au sud, dans la vallée de l'Indus, des villes comme Harappa et Mohenjo-Daro prospéraient en plein développement urbain. Ces civilisations étaient reliées par des routes commerciales qui traversaient terres et mers,
Il est désormais révélé que l'une de ces routes traversait le désert du Karakoum, la route des oasis, qui, 2000 ans plus tard, serait connue sous le nom de route de la soie. À cette époque, elle reliait des villes prospères construites autour d'anciens caravansérails. Ces cités non seulement prospéraient grâce au commerce, mais s'intégraient également dans le système complexe d'échange du monde antique. Point stratégique sur la route des oasis, cette civilisation faisait le pont entre l'Orient et l'Occident, influençant et étant influencée par les cultures voisines. Le commerce représentait bien plus qu'un simple moyen de subsistance. C'était un vecteur d'échange de savoir, où techniques de céramique, pratiques agricoles et même idéologies religieuses se partageaient. Ancrées dans le désert, ces villes restaient pourtant connectées au vaste réseau d'échanges. Certaines tombes de la nécropole, plus vastes et sophistiquées, reflètent l'opulence de cette civilisation. Leur richesse manifeste attira des pillages intenses, si bien qu'il ne reste aujourd'hui que des coffres vides. Avec l'aide de l'architecte Gabriel, on tente de reconstruire l'architecture de l'une de ces tombes. Après plusieurs jours de travail, la structure révèle une conception intéressante liée à la vie après la mort. Un petit mur intérieur sépare l'espace de repos de l'espace de vie, avec des fenêtres et une zone pour le feu près des restes du défunt, indiquant une croyance en la continuité de la vie après la mort. Cette résidence éternelle était équipée d'objets précieux appartenant aux défunts, permettant aux archéologues d'évaluer le raffinement des artisans de Gonur et de le comparer à celui d'autres cultures contemporaines. Ces découvertes pourraient enfin prouver l'importance et l'impact de la civilisation des oasis dans le contexte des civilisations anciennes. Les archéologues suggèrent que Gonur et ses villes sœurs étaient peut-être l'une des premières expériences de vie urbaine dans une région désertique. Cela pourrait réécrire l'histoire de l'urbanisme et démontrer que le désert n'était pas un obstacle à la complexité culturelle et sociale, mais un foyer ayant façonné l'identité de cette civilisation. Malheureusement, les fouilles touchent à leur fin, révélant principalement des sépultures pillées et des vestiges vides. Cependant, pour Gabriel, ces grandes tombes recèlent encore des secrets. La tombe sur laquelle il travaille actuellement est la plus grande de la nécropole, probablement celle d'un dirigeant. Mais elle ne contient que des os usés par l'humidité infiltrée depuis le canal voisin. Pourtant, un détail attire son attention. Un ensemble de céramique noble complètement fragmenté, peut-être brisé intentionnellement par les pilleurs, suggérant que quelque chose reste caché. Déterminé, Gabriel décide d'approfondir l'excavation le long d'un mur où il remarque une couche d'argile recouvrant ce qui semble être une cavité. Enfin, après des heures de fouilles minutieuses, Gabriel découvre un trésor surprenant. Un rare vase en bronze en forme de pont, intact après 4000 ans, témoignage du talent artistique et de l'ingéniosité de cette civilisation. Ce vase indique que le propriétaire de la tombe jouissait d'une grande richesse. Pour Gabriel, qui fouille depuis plus de 10 ans, c'est une récompense inespérée. Grâce à son intuition, il est désormais possible d'étudier le trésor intact d'un dignitaire datant de 4 millénaires, comprenant peut-être un miroir conservé dans sa forme originale. Extrait avec un soin extrême, le vase en forme de pont révèle une perfection surprenante dans sa conception et la finesse d'un long bec permettant de doser l'eau avec précision. Une ressource précieuse dans ces régions arides. Ces objets, comme les coupes jumelles en bronze, fascinent les archéologues davantage que les perles d'or. Ils révèlent la maîtrise des artisans de l'époque, capables, avec des outils rudimentaires, de créer des formes géométriques d'une grande précision. La fonctionnalité de ces objets transcende leur usage pratique, reflétant un style raffiné qui privilégie uniquement les lignes essentielles, écartant les ornements superflus. Il suffit de la simplicité pour transformer une pierre de cornaline en contour d'un bélier endormi, ou une petite figure d'argent représentant un bélier délicatement sculpté au sommet d'une épingle.
La découverte de ce trésor précieux s'est répandue dans le désert, attirant même l'attention d'une famille de nomades intrigués par le lointain passé du Karakoum. Salam salam. Cependant, au-delà de ces artefacts, le désert recèle des dangers cachés. Un petit serpent des sables mortels a trouvé refuge dans la boîte à outils de Gabriel, dont la morsure peut être fatale en quelques minutes. L'archéologue aura besoin de plusieurs jours pour extraire complètement le trésor, car les objets sont compactés et dissimulés, se révélant progressivement au fil d'un travail méticuleux. À la fin, il reste seulement une boîte ornée de mosaïques, dont le bois s'est désintégré avec le temps. Gabriel travaille avec précision pour consolider la terre entourant les fragments colorés, préservant le motif unique de cette pièce. Parmi les découvertes, les épingles en argent d'un diamètre impressionnant de 10,3 cm témoignent d'un savoir-faire artisanal comparable à celui des périodes classiques. Trouver une pièce avec une tête de bélier aussi bien travaillée ou un petit bélier sculpté avec une telle perfection était inattendu dans ce contexte. Un autre objet remarquable est un vase sculpté dans une carapace de tortue, sans équivalent au Moyen-Orient ou en Asie centrale. Ces artefacts reflètent une culture riche en créativité et en raffinement, rivalisant avec les grandes civilisations de l'époque. L'absence d'armes parmi les objets funéraires suggère également un peuple plus pacifique, tourné vers la vie quotidienne, en contraste avec les civilisations voisines. Les tempêtes de sable du désert compliquent les fouilles, mais les archéologues restent déterminés à protéger ces découvertes. Fait surprenant, les tombes ne contiennent pas d'armes, ce qui suggère un peuple davantage intéressé par la beauté et la vie que par la guerre. Les habitants semblaient probablement se sentir naturellement protégés par le désert. Une barrière naturelle que peu osaient de franchir, mais que la cité de sable avait appris à dompter. Horace Babakov, en étudiant les squelettes exhumés, observe une remarquable adaptation humaine au désert, avec des indices d'agriculture au milieu de l'aridité. L'Italie, où des échantillons de plantes carbonisées provenant du site sont analysés dans un laboratoire d'archéobotanique, révèlent des résultats surprenants. Les spécialistes ont identifié des grains comme le blé et l'orge, ainsi que des graines de fruits tels que le raisin et la prune, indiquant que ces aliments faisaient partie de l'alimentation et des moyens de subsistance à Gonure. L'observation microscopique d'un fragment de bois révèle qu'il a été en contact avec de l'eau, suggérant un environnement semi-aquatique. Il y a 4000 ans, une rivière traversait le Karakoum, permettant l'occupation du désert sur plusieurs dizaines d'hectares avec des plantations de céréales, des arbres fruitiers et un système de canaux qui irriguait les récoltes et approvisionnait environ 15 villages, abritant une population estimée à 5000 personnes. Comment ces habitants, en plein désert, ont-ils pu ériger des murailles si solides en n'utilisant que des briques d'argile séchées au soleil? La cité comprenait des zones pour les artisans, des entrepôts, des places publiques pour les marchés et un palais central où résidaient les dirigeants et où se concentrait le pouvoir, bien que peu d'informations soient disponibles à ce sujet. Aujourd'hui, la ville reste silencieuse, rarement visitée, sauf par Viktor Ivanovitch, son dernier gardien. Pourquoi cette ville a-t-elle été oubliée? Elle fut un point névralgique d'échanges commerciaux, culturels et politiques entre l'Occident, le Sud et le Nord. Cette civilisation se composait de citadelles dispersées dans le désert. Autour d'elle, on trouve environ 30 autres fortifications similaires à Gonure. Les découvrir toutes reviendra à redécouvrir une sorte de Grèce antique des polis du désert. Gonure a révélé un maillon d'un vaste système politique et culturel formé par ces cités, mais la civilisation des oasis reste en grande partie enfouie sous les sables. L'étendue du réseau de citadelles dispersées dans le désert suggère que cette civilisation fonctionnait selon une structure d'alliance ou de confédération, où chaque cité-oasis était autonome mais collaborait avec les autres dans un système de commerce et de protection mutuelle. Cette confédération du désert pourrait avoir été la base de la survie
et de la prospérité dans le Karakoum, unissant plusieurs cités-États dans un pacte de coopération. De nombreuses fouilles seront nécessaires pour révéler tous ces secrets. Nous ne faisons qu'effleurer le début de cette histoire. Si cette civilisation oubliée vous fascine, aimez la vidéo, partagez-la avec vos amis et abonnez-vous à la chaîne pour d'autres aventures archéologiques et mystères anciens.